Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indes radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour. Une épidémie est inexorable en France, a dit hier Emmanuel Macron. 423 cas de coronavirus, dont 7 morts. Toutes les régions métropolitaines sont désormais touchées. Et parmi les personnes atteintes, un député, les Républicains du Haut-Rhin, qui est actuellement en réanimation. On va en parler avec le sénateur de Paris, Bernard Jomier. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Manon Bril, la députée européenne, membre de la France Insoumise. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA. Et puis vous l'avez vu cette semaine, nous avons suivi la campagne des municipales dans le Grand Est. Nous étions notamment à Nancy et à Metz. Notre journaliste Marion Vigreux viendra nous raconter ce qu'elle a vu. Et puis dans le club des municipales, on s'intéressera à la stratégie de la République en marche. Il vise 10 000 élus locaux. Seront-ils en mesure d'atteindre cet objectif? On va en débattre. Et puis on fera un point sur la campagne à Marseille. On sera en direct sur place avec Guilhem Ricavi, le directeur de la rédaction de La Provence. Mais avant cela, voici les autres informations de ce vendredi 6 mars. Après une réunion avec les associations d'élus sur le coronavirus, Christophe Castaner a répété que les municipales auraient bien lieu. Des précautions seront prises, des flacons de gel hydroalcoolique placés à l'entrée des bureaux de vote et les moyens de faire des procurations seront renforcés, notamment pour les personnes âgées. Les personnels de la gendarmerie ou de la police se déplaceront sur les lieux pour que les procurations soient relevées dans de bonnes conditions. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur. L'Assemblée nationale adopte la réforme des retraites après le premier volet passé mardi par le 49.3. C'est le volet organique de la réforme qui a été adopté hier par 98 députés. Car les oppositions avaient quitté l'hémicycle. La gauche dénonçant une mascarade, les Républicains faute de vote solennel. Et on débute avec le sénateur du jour, élu de Paris apparenté au groupe socialiste. Bonjour Bernard Jomier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va commencer par le coronavirus. Et Christophe Castaner, qui l'a répété hier, il n'y aura pas de report des municipales, elles auront bien lieu. Est-ce qu'il a raison de maintenir le calendrier? Oui, il a raison. Il a raison, il faut affronter cette épidémie qui effectivement est inéluctable avec sang-froid, avec maîtrise. Le coronavirus fait des morts dans notre pays, c'est tout à fait évidemment regrettable. Il faut tout faire pour enrayer l'épidémie et je crois que tout le monde est mobilisé. Mais il ne faut pas arrêter la vie du pays et pas arrêter la vie démocratique notamment. Alors justement, on va voir ce qu'en pensent les Français de cette question du coronavirus et des municipales. On va regarder ensemble ce sondage exclusif OpinionWay pour Public Sénat, l'Incas et La Tribune. 76% des Français pensent qu'il faut maintenir les municipales aux dates prévues et 71% sont peu ou pas inquiets de se rendre dans un bureau de vote. Est-ce que vous êtes surpris des résultats de ce sondage? Non, parce que moi, dans ma ville, en tout cas, ce que je vois, c'est une grande maîtrise des habitants qui continuent à mener leur vie, alors qui appliquent les règles de non-transmission, parce qu'on peut se protéger de ce virus. Effectivement, c'est pas une mesure gadget de ne pas se serrer la main, de ne pas s'embrasser, donc de limiter les contacts physiques, d'utiliser des gels hydroalcooliques et même du savon pour se laver les mains régulièrement. Ça marche, ça réduit la transmission du virus. Donc notre population a une grande résilience, j'allais dire, et ça, je trouve que c'est à saluer et il faut absolument continuer comme ça. Donc pour vous, il y aura peu d'impact de ce coronavirus sur la participation municipale ? Je pense, parce que je pense que notamment les personnes âgées qui sont les personnes qui sont à risque et qu'il faut protéger du coronavirus sont aussi celles souvent qui ont le plus d'expérience, de recul et de maîtrise. On l'a vu au moment de l'épidémie H1N1 il y a une bonne dizaine d'années. En fait, les personnes âgées sont extrêmement en réflexion et sont capables de prendre la distance nécessaire alors qu'elles sont les premières touchées. Et ce que vous dites est confirmé d'ailleurs par le résultat de notre sondage. Effectivement, ce sont les personnes âgées qui sont le moins inquiètes et qui demandent le moins le report des municipales. On va continuer à parler de ce coronavirus. Emmanuel Macron qui a réuni hier les chercheurs. Cette crise est une forme de crash test pour le système de soins, c'est ce qu'a dit le président du comité d'éthique. Est-ce que le système de soins il est prêt à y faire face à cette épidémie ? Les personnels, oui, très clairement, parce qu'on connaît leur engagement. Pour parler d'un événement qui, lui, était vraiment dramatique, les événements de 2015 à Paris, on a vu les personnels des hôpitaux, les personnels de ville se mobiliser spontanément
se présenter à leur lieu de travail sans qu'on les ait appelés, et donc ça montre qu'ils sont prêts, qu'ils sont engagés. Par contre, est-ce que les pouvoirs publics donnent les moyens aux hôpitaux de faire face ? Je ne suis pas convaincu que ce soit toujours le cas. Malheureusement, l'hôpital a déjà du mal à faire face à ses activités quotidiennes. Il faut d'urgence lui apporter des moyens supplémentaires. Il faut que le gouvernement prenne ces mesures d'urgence pour qu'on fasse face dans de bonnes conditions. Encore plus que les moyens déjà débloqués. Mais oui, bien sûr, il ne faut pas laisser les soignants s'épuiser. Ils sont en première ligne. Comme on dit, il faut prendre soin des soignants et donc le gouvernement doit faire mieux en la matière. Il y a les soignants dans les hôpitaux publics, il y a les soignants dans les EHPAD aussi. Il y a eu un débat sur le coronavirus au Sénat mercredi soir et votre collègue sénatrice Laurence Rossignol a lu ce SMS d'une soignante dans un EHPAD disant qu'il n'avait pas de masque, pas de gel hydroalcoolique. Est-ce que là aussi il y a un manque de moyens face à des soignants qui sont en première ligne aussi Il y a une anticipation qui n'est pas toujours parfaite, c'est clair. J'avais interpellé il y a 10 jours le ministre de la Santé sur est-ce que des kits vont être fournis aux soignants en ville, et on voit que ce n'est pas toujours encore le cas et que ce ne sont parfois pas les bons masques qui sont envoyés. Donc il y a nécessité d'aller plus vite maintenant et de ne pas se faire prendre de court par l'épidémie. Il faut rapidement que les professionnels de ville comme les professionnels hospitaliers aient les moyens de protection nécessaires. Et là-dessus, le gouvernement n'en fait pas assez sur cette aide aux soignants ? Il faut qu'il aille plus vite et de façon mieux organisée. Et quand je dis ça, ce n'est vraiment pas une volonté de polémique. Je crois que face à ce virus, on doit tous ensemble contribuer à une lutte efficace. Mais vous connaissez bien ces questions de santé, évidemment. Voilà, vous êtes médecin. on a alerté, j'ai alerté sans aucune volonté, encore une fois, de polémique, le gouvernement. Il y a des difficultés d'approvisionnement, il y a des difficultés de logistique. Il faut travailler plus et mieux pour mieux répondre à l'épidémie. Est-ce que les élus locaux, les parlementaires, ils sont suffisamment associés, suffisamment consultés par le gouvernement ? Là encore, Olivier Véran a annoncé qu'il allait envoyer des instructions plus précises aux élus locaux parce qu'ils se retrouvent en première ligne pour prendre des décisions. Faut-il maintenir telle ou telle manifestation ? Faut-il fermer telle ou telle école ? Et là, la réponse, elle ne peut pas être celle des élus locaux seuls. Elle ne doit pas être non plus celle du préfet tout seul. Cette épidémie, on y fait face tous ensemble, toute notre société, et donc c'est l'association des autorités sanitaires, des ARS, des hôpitaux, des professionnels de ville, des autorités de l'État, des préfets et des élus locaux qui permet de prendre les bonnes décisions et de dire à la population et de montrer qu'il y a une cohérence dans la réponse. Parce que si on ne procède pas comme ça, il y a des réponses qui sont parfois incohérentes, comme on a vu cette annulation d'un marché à découvert dans l'Oise qui n'avait pas beaucoup de sens. Donc il faut éviter ces messages qui sont contre-productifs et qui instillent du doute dans l'opinion publique, alors qu'ils sont simplement le fait d'un manque d'organisation. Vous qui êtes médecin, est-ce que Emmanuel Macron a raison de dire qu'une épidémie est inexorable ? Est-ce que le passage au stade 3, il est inéluctable ? Ce sont les épidémiologistes et les infectiologues qui le disent. Et oui, on le sait depuis longtemps, l'épidémie va progresser. L'inconnu qu'on a, c'est que les coronavirus sont des virus qui n'aiment pas la chaleur. Donc quel effet va avoir l'arrivée du printemps et la hausse des températures sur l'épidémie ? Ça, c'est une grosse inconnue. Quand on voit la progression actuelle à l'échelle de la planète, le virus ne s'implante pas en gros dans les pays où le climat est plus chaud qu'au mois de février ou mars en France. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut s'inquiéter de ce virus. Est-ce que c'est un virus vraiment dangereux ? Mais il faut s'inquiéter comme il faut s'inquiéter de la grippe. Enfin, on va le répéter, mais pas plus. Mais la grippe a fait chaque jour pendant une période épidémique 100 à 150 morts chaque jour. Et on ne publie pas chaque jour un bulletin pour dire qu'il y a eu 150 décès de la grippe. Donc là, le coronavirus en a fait 7 depuis le début de l'épidémie en France. Il en fera beaucoup plus. Il faut lutter pour mettre fin à la propagation du virus, pour protéger notamment les personnes âgées. Mais cette volonté de transparence du gouvernement avec des bilans quotidiens, voire même 2 fois par jour, maintenant, ça peut être anxiogène ? Mais je pense qu'il faut la transparence, parce que l'inverse est terriblement anxiogène pour le coup. On ne doit pas cacher à la population, mais on a une population qui est mature, qui est responsable, il faut lui dire clairement les choses. Nous faisons face à une épidémie qui fera quelques dizaines, peut-être quelques centaines de décès. La grippe en fait environ 10 000 par an, donc il faut bien relativiser. Et relativiser, ça ne veut pas dire minimiser et ne pas lutter.
Allez, on va passer à un autre sujet d'actualité, c'est la réforme des retraites. L'Assemblée nationale qui a adopté la loi organique hier, ça y est, l'ensemble de cette réforme des retraites est donc adoptée par les députés. Est-ce que c'est une victoire pour Édouard Philippe? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que si on estime que gouverner, c'est gagner contre les personnes qui vous ont donné mandat pour gouverner, c'est-à-dire le peuple, oui, c'est une victoire. Mais moi, je crois que c'est plutôt une défaite, parce que quand on regarde cette réforme des retraites, elle a été mal préparée. Sur le principe, c'est un terrible gâchis. Une majorité de Français étaient prêts à adhérer à la réforme qui était proposée dans les grandes lignes. Et elle a été tellement mal menée qu'au bout du conflit, vous avez 60% des Français qui disent qu'ils ne veulent pas de cette réforme. Eh bien, moi, je dis simplement qu'une démocratie sociale apaisée est une démocratie où on ne passe pas en force. Le Premier ministre et le chef de l'État ont choisi de passer en force. Ça n'est pas une victoire, c'est une victoire pour qui? Politique personnelle? Mais quand on dirige un pays, quand on fracture un pays, on ne remporte pas une victoire. Est-ce que ce 49.3, il n'a pas été facilité par la stratégie d'obstruction adoptée par une partie de la gauche? Quand vous menez une stratégie de force, vous obtenez en retour des réactions de force. Et donc c'est tout ce mécanisme qui s'est enclenché, qui a abouti à cette forme d'obstruction. On ne peut pas reprocher à des parlementaires d'utiliser les outils qui sont à leur disposition, même si ce n'était peut-être probablement pas très souhaitable. Il faut mener la discussion au fond. Et moi, ce que je souhaite, c'est que on ne peut pas maintenant, reprocher au gouvernement d'utiliser les outils qui sont à leur disposition aussi. Je ne blâme pas le gouvernement sur cette question. Je dis qu'il a mis lui-même en place le mécanisme qui aboutissait inéluctablement à l'obstruction et donc évidemment derrière au 49.3. Mais de tout ça, qu'est-ce qui ressort? C'est que les Français qui sont inquiets parce que la retraite, c'est 15 à 20 ans des revenus. À une période de la vie où on n'a pas d'autre solution, ils ne savent pas. Ils ne savent pas le sort qui va leur être réservé. Et au lieu d'apaiser les choses, de reprendre les discussions et de prendre du temps parce qu'on n'en est pas à quelques mois près, le gouvernement passe en force, et ça, c'est tout à fait blâmable. Allez, on va continuer à parler de cette réforme des retraites, puisqu'au-delà de la bataille dans l'hémicycle sur le texte, il y avait aussi une demande de commission d'enquête sur l'étude d'impact de la part des socialistes, demande qui a été rejetée. On va en parler avec Quentin Calmet. Et bonjour Ariane, bonjour Bernard Jomier. Bonjour. Quentin, l'Assemblée nationale qui a donc rejeté la demande socialiste d'une commission d'enquête parlementaire sur l'étude d'impact de cette réforme des retraites, mais elle pourrait voir le jour au Sénat. C'est en tout cas la volonté de Patrick Kanner, le président du groupe socialiste. Voilà, et il faut le dire, au Sénat, cette semaine, la gauche ne décolère pas de la décision de la majorité présidentielle de refuser la commission d'enquête des députés socialistes. Pour rappel, cette commission d'enquête parlementaire, elle devait porter sur la qualité de l'étude d'impact de la réforme des retraites. Vous savez, ce document qui accompagne la réforme, mais qui fait 1000 pages et qui avait été littéralement étrillé par le Conseil d'État à la fin du mois de janvier. Donc la demande a été jugée irrecevable. C'était en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale ce mardi. Pour les députés LREM, cette commission d'enquête relevait du détournement de procédure. Et donc, ça a provoqué la colère de Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat. Écoutez-le, c'était à notre micro mercredi. On se demande ce qu'a le gouvernement a caché, que la commission d'enquête visait à connaître les moyens qui avaient été utilisés pour bâtir la fameuse étude d'impact qui a été tellement critiquée par le Conseil d'État. Donc on parle de transparence aujourd'hui, on parle de fluidité de l'information. Eh bien la majorité REM aujourd'hui a encore bloqué un dispositif démocratique. Voilà, on le voit, les critiques sont acerbes de la part du patron des sénateurs socialistes. Il y a, selon lui, un manque de transparence du gouvernement et de la majorité présidentielle. Forcément, du côté de La République En Marche, le son de cloche est tout opposé. Alors, que nous cache la majorité? C'est la question que vous avez posée, Oriane Mancini. C'était hier, vous l'avez posée à Stanislas Guerini, cette question, on l'écoute. C'est très particulier de demander une commission d'enquête sur une étude d'impact d'un texte de loi dont l'objet précisément est de mener une discussion, de pouvoir poser des questions, y compris pendant l'examen parlementaire, sur l'étude d'impact. Et c'est une nouvelle manière d'essayer de créer du flou sur la réforme, d'essayer de mobiliser tous les moyens possibles pour les oppositions, pour compliquer les choses.
Alors Quentin, comment les socialistes justifient leur propre demande de commission d'enquête? Eh bien, on va voir leurs arguments, Oriane, leurs arguments sur le fond. Regardez, ils ont été exposés par les sénateurs dans une proposition de résolution, c'est-à-dire le texte avec lequel ils demandent la commission d'enquête. D'abord, il y a l'argument selon lequel le Conseil d'État estime ne pas pouvoir garantir la sécurité juridique de la réforme. Il y a également l'idée qu'ils sont obligés de constater l'absence de clarification dans le débat lors de l'examen en séance. Également, avec cette résolution, cette commission d'enquête, eh bien, il y a l'idée qu'elle respecte bien les conditions de recevabilité de la Constitution, pas de poursuite judiciaire en cours, pas de commission d'enquête sur le même thème depuis un an. Et enfin, un dernier argument de la part des sénateurs socialistes, eh bien, cette mise en œuvre d'une commission d'enquête, elle pourrait ne pas être une novation, comme dit la justice, car il y a déjà eu une commission d'enquête sur ce type de sujet, c'était sur les 35 heures à l'époque. Et donc, sur le fond, a priori, eh bien, il faut attendre maintenant la décision des LR. Ils sont plutôt d'accord. Écoutez le rapporteur au Sénat du projet de loi de retraite, René-Paul Savary, c'était encore une fois sur votre plateau hier. J'ai jamais vu ça, moi. Une étude d'impact aussi lacunaire, comme dit le Conseil d'État, sur un projet qui représente 320 milliards d'euros au point de vue financier et qui touche l'ensemble de nos populations. Toutes les générations sont concernées. On se dirige vers une commission d'enquête sur cette étude d'impact? Moi, je suis assez favorable à avoir plus d'informations. J'ai beaucoup de mal, en tant que rapporteur, à obtenir des informations de la part de l'État. Et pourtant, Quentin, Public Sénat l'a appris hier, en coulisses, on explique que la majorité sénatoriale de la droite et du centre pourrait refuser cette commission d'enquête. Oui, on entendait René-Paul Savary, qui est donc un sénateur LR, qui était, il voulait plus d'informations, mais donc on a pu effectivement nous renseigner et cela ouvrirait une jurisprudence selon les sénateurs de la droite et du centre. Si vous attaquez un texte sur son étude d'impact, vous pourrez le faire sur beaucoup de projets de loi, c'est ce que nous disent en coulisses les sénateurs, car des études d'impact fragiles, il y en a souvent. Et donc, on verra la semaine prochaine. C'est Philippe Bas, le président de la commission des lois, qui doit l'annoncer. C'est la commission des lois qui doit trancher. Mais donc, en coulisses, on explique que Philippe Bas n'y serait pas favorable. Merci beaucoup, Quentin. Vous entendez ces arguments de la majorité de la droite et du centre? Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut que le Parlement puisse assumer pleinement ses responsabilités, être informé de façon complète, claire et objective. Et à ce moment-là, on s'en donne les moyens. Et cette commission d'enquête est un outil tout à fait légal, tout à fait légitime pour compléter cette information qui est lacunaire ou défaillante. Soit on estime qu'on se soumet à l'exécutif qui, depuis le début, alors lui, fait preuve d'une grande novation, c'est-à-dire qu'il utilise systématiquement tous les outils qui permettent de tronquer l'information et de ne pas assurer un débat complet et apaisé sur cette question de la réforme des retraites. Mais pour vous, si Philippe Bas refuse la commission d'enquête, ça sera de la soumission à l'exécutif? Mais j'ai beaucoup de respect pour Philippe Bas, mais il devra lui aussi se prononcer sur cette alternative. Et moi, j'espère que notre président de la commission des lois donnera suite au respect des droits du Parlement. Mais pourquoi ne pas attendre le débat parlementaire qui aura lieu au Sénat? Alors fin avril, début mai, on attend de voir le calendrier, mais est-ce que le débat parlementaire, il ne va pas servir à éclaircir les points que vous voulez voir éclaircis? Alors le débat parlementaire devra porter sur beaucoup de points, d'autant plus qu'il n'est pas allé au terme à l'Assemblée nationale, dans les conditions qu'on connaît. Mais pour que ce débat puisse se mener dans de bonnes conditions, nous devons avoir l'assurance que l'étude d'impact reflète l'ensemble des données de la réforme du système des retraites. Or, comme l'a rappelé mon collègue Savary, cette étude est tellement lacunaire, tellement incomplète, tellement parfois biaisée, que nous n'avons pas les conditions nécessaires pour un débat qui se déroule dans les meilleures conditions. Gérard Larcher qui a demandé un report, un décalage du calendrier. Le texte est prévu pour le 20 avril à l'heure actuelle. Il veut qu'il soit décalé de 2 semaines pour attendre les conclusions de la conférence de financement prévue fin avril. Vous soutenez la demande de Gérard Larcher? C'est un des autres éléments, tout à fait, d'un débat qui soit complet. Les députés ont été amenés à se prononcer sans avoir les éléments clés du financement. Alors, là aussi, on ne peut pas demander aux parlementaires qu'ils exercent leurs fonctions en responsabilité et en respectant, vous savez que les contraintes financières de l'activité parlementaire sont très strictes. Les parlementaires ne peuvent pas aggraver la charge publique, etc. Et là, on leur présente une réforme fondamentale sans l'ensemble des outils financiers.
Non, ça n'est pas possible. Et on aura bien sûr l'occasion d'en parler dans cette émission. Comme tous les jours, Bernard Jomier, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Nancy, retrouver nos partenaires de l'Est républicain. Bonjour Philippe Rivet, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, journaliste à l'Est républicain. Et en une, bien sûr, cette information, ce TGV qui a déraillé hier, faisant 22 blessés, un TGV qui assurait notamment la liaison Colmar-Paris. Oui, bien sûr, c'était l'événement dramatique de la journée d'hier qui a impacté tout le Grand Est, puisque le TGV traverse l'Alsace, la Lorraine et Champagne-Ardenne et a ralenti un certain nombre de liaisons vers Paris. C'était l'événement d'autant plus fort qu'il y avait déjà eu un précédent, mais très dramatique, avec un autre déraillement, mais là c'était pour excès de vitesse en Alsace, c'était en 2015, et avec de nombreux morts. Troisième élément, il y a eu aussi un affaissement. Ce déraillement a été dû à un affaissement de terrain, à un glissement de terrain, et ce qui s'était déjà produit, mais sans dommage, en Moselle il y a quelques années. Il faut savoir que le TGV, on a une sensibilité assez particulière dans la région pour le TGV. Sur un autre plan, c'est sur le plan du financement, puisque les 3 ex-régions, Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, avaient été obligées de mettre la main à la poche pour obtenir le TGV que leur refusaient les SNCF il y a un peu plus de 20 ans. L'autre actualité à lire ce matin dans l'Est républicain, elle concerne bien sûr le coronavirus. Philippe Rivet, 61 nouveaux cas dans le Grand Est, et à lire dans votre page coronavirus aussi ce député, les Républicains hospitalisés. Oui, c'est le député, c'est Jean-Luc Redzer, qui est député du Haut-Rhin, qui vient d'être hospitalisé et qui aurait été dépisté positif. Et on a eu le premier cas lorrain, c'est une Vosgienne qui a été hospitalisée mercredi au CHU de Nancy. Donc effectivement, on est passé à 61 cas. Il y aurait même plus de 80 cas suspects aujourd'hui dans le Grand Est. Un mot sur la réforme des retraites, à lire aussi dans l'Est républicain, avec des mobilisations hier, puisque l'Assemblée nationale a adopté la réforme. Oui, mobilisation en demi-teinte qui était sur un double motif. À la fois, c'était une mobilisation des syndicats intersyndicales opposés au projet de loi retraite, qui sont allés rejoindre les étudiants. Donc il y avait à la fois une mobilisation, le baroud d'honneur, je veux dire, contre l'utilisation du 49.3 sur les retraites, et surtout une mobilisation qui touchait les enseignants et les étudiants du supérieur contre le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Donc il y avait un ensemble, mais la mobilisation était plutôt en demi-teinte parce que c'est une manifestation qui a concerné à peu près 700 personnes à Nancy, ce qui est quand même un chiffre relativement faible eu égard aux manifestations précédentes. Et on termine avec un mot des municipales. Philippe, municipal à Nancy, Nancy qui est peut-être la grande ville où le premier tour s'annonce le plus serré. C'est sans doute l'une des villes où ça s'annonce le plus serré. D'après le sondage publié par l'Est républicain avec France Bleu il y a quelques semaines, le maire sortant, Laurent Hénard, soutenu par LREM et LR, serait à égalité à 34% avec Mathieu Klein, président socialiste du Conseil général, qui garde son étiquette socialiste, mais sans l'investiture de son parti, précise-t-il, et qui sont donc à égalité. Le match s'annonce très serré. Une troisième liste pourrait peut-être jouer un peu les troubles faits, c'est la liste des écologistes, qui est quand même loin derrière, donc on peut s'attendre, je suis quand même très prudent, peut-être à une triangulaire à Nancy pour le second tour, car c'est sûr, il y aura un second tour. Et on suivra bien sûr tout ça, on en reparlera notamment tout à l'heure dans le Club des Territoires. Merci beaucoup Philippe Rivet d'avoir été avec nous ce matin en direct depuis Nancy. On va parler des municipales, mais du côté de Paris, on va voir ça avec Quentin Calmet, Bernard Jomier. Et
Et Quentin, on commence avec le Parisien de ce matin, dans son édition Le Parisien, qui revient sur le débat de mercredi qui a opposé les principaux candidats à la mairie de Paris. Oui, je voulais commencer en vous lisant la phrase d'accroche de l'article. Et si le grand débat était la première étape du rapprochement entre Anne Hidalgo et de futurs alliés pour gagner la mairie de Paris. Et donc c'est l'interrogation de cet article qu'on a vu ce matin dans l'édition effectivement de Paris du Parisien. Il revient dans cet article sur les clins d'œil adressés par l'actuel maire de la capitale à David Béliard, l'allié actuel écologiste, et également à Cédric Villani, nous dit l'article. Le directeur de campagne d'Anne Hidalgo a même dit « Le choix de Villani est simple. Soit il suit les positions qu'il a défendues tout au long de la campagne et cela le conduit de notre côté, soit il suit son appartenance politique et il s'allie à Agnès Buzyn. » D'où cette question pour vous, Bernard Jomier, qui travaillait pour la campagne d'Anne Hidalgo. Vous nous le confirmiez, vous pourriez appeler Cédric Villani à vous rejoindre au soir du premier tour ? Ce qui est essentiel dans une municipale, c'est le projet qu'on choisit pour une ville. Alors on voit Rachida Dati qui ne veut pas faire logement social, qui ne veut pas de piste cyclable, etc. Le retour en arrière. Et puis il y a de poursuivre l'évolution de la ville vers une transition écologique juste et solidaire. Et là, évidemment, avec David Béliard, on gère et on mène cette ville ensemble depuis des années. Donc il n'y a pas de raison de ne pas poursuivre. Et Cédric Villani, moi j'ai toujours dit que les positions qu'il défendait sont intéressantes et il lui appartiendra au soir du premier tour. Et puis, en fonction de ce que les électeurs vont dire, attendons, respectons le choix des électeurs, mais il n'y a pas de raison de ne pas dialoguer avec lui, effectivement. Vous dialoguez déjà avec lui ? Mais on dialogue toujours en démocratie et c'est heureux. Il y a peut-être que le gouvernement qui pense qu'on agit par la force de son côté. Vous dialoguez plus avec certains qu'avec d'autres ? On ne peut pas dialoguer avec Rachida Dati hors du dialogue républicain parce que nous n'avons pas les mêmes options, donc nous ne gérerons pas la ville ensemble. Avec Cédric Villani, est-ce que vous avez des dialogues pour une future alliance ? Je constate qu'il y a des points communs de convergence et nous échangeons régulièrement depuis longtemps, depuis même avant sa candidature, sur ce que doit être le futur de notre ville. Quelle ville on veut pour nos enfants, et dans cette ville qui mène sa transition écologique, qui prend en compte la question sociale de façon réelle et sérieuse, Cédric Villani a des positions qui ne sont pas antinomiques avec les nôtres. Et lui, il est favorable à cette alliance ? Mais c'est à lui qu'il faut poser la question. Allez Quentin, on enchaîne avec un autre sujet, la manifestation des universités à Paris hier. Oui, on l'évoquait tout à l'heure avec le journaliste de l'Est républicain. Il y avait effectivement hier ces blocages, ces manifestations, ces occupations. Plusieurs milliers de chercheurs et d'étudiants étaient en grève contre la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Selon l'AFP, ils étaient entre 8500 d'après les chiffres de la préfecture et 25 000 selon les organisateurs. Les syndicats s'inquiètent notamment d'une précarisation du métier avec le développement de contrats à durée limitée ou encore des CDI de projet, le temps d'une mission, nous dit l'article. Vous aussi, ça vous inquiète, ce projet de loi qui doit arriver de programmation de la recherche ? Oui, parce que la recherche est déjà en pas très bon état en France. Nos chercheurs ne sont pas suffisamment valorisés. Et le projet que souhaite présenter Frédérique Vidal est un projet qui, loin d'améliorer la situation, risque de précariser encore plus les jeunes chercheurs qui, je le rappelle, partent massivement à l'étranger depuis quelques années. Donc il faut que ce projet réponde à cette question-là et permettent à nos jeunes chercheurs de poursuivre leurs travaux en France. Et on termine, Quentin, rapidement avec une information sur le musée du Louvre qui rouvre ses portes. Voilà, très rapidement, il était fermé depuis le week-end dernier et donc on le voit, il rouvre. Maxence Langlois-Berthelot, administrateur général du musée, a expliqué que la priorité absolue était la sécurité des agents et des visiteurs, mais qu'à l'heure actuelle, les préconisations des autorités compétentes, elles recommandaient l'ouverture des musées. Et voilà, il a dit se réjouir d'avoir pu parvenir à un accord avec les salariés pour ouvrir le musée hier. Et merci beaucoup, Quentin. Merci, Bernard Jomier. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Manon Aubry, députée européenne, membre de la France Insoumise. Avant d'entendre, on va regarder un extrait d'Hashtag. C'est l'émission qui décrypte la com sur les réseaux sociaux. Cette semaine, Hélène Risser se penche sur la réforme des retraites. On a vu la bataille parlementaire, mais est-ce aussi une bataille de communication. Les opposants à la réforme filment et diffusent leurs actions sur les réseaux sociaux, comme cette chorégraphie d'attaque reprise par des parlementaires de gauche devant l'Assemblée nationale. On regarde. C'est vrai que l'humour, ça a été une tendance dans ces contestations. Exemple avec cette vidéo mise en ligne par Attaque le 9 janvier après la grande manifestation. Les filles sont sous pression, bien plus que les
Et quand on tient un bon spectacle, eh bien, on ne se limite pas à une représentation. Du coup, les balayeuses imaginent un tuto pour faire des émules. Allez, dans quelques secondes, vous êtes bien, on est bon ? Et le tuto arrive jusqu'aux parlementaires de gauche. Ta retraite à point n'aime pas les petits jobs en pointillés. Moi, tu vois, je veux être autonome à cause de Macron. C'est la chute des pensions pour Fatou et Marion à cause de Macron. Alors, pour ceux qui ne les ont pas reconnus, dans les premiers rôles, Clémentine Autain, Esther Benbassa et Manon Aubry. Alors, on discutait de la performance des balayeuses avec des hypothèses. Certaines feraient exprès de ne pas danser correctement pour faire le buzz. Là, c'est vraiment d'une grande subtilité. On ne peut pas croire que la sénatrice Esther Benbassa est à ce point le manque de sens du rythme. Parce que là, elle le fait exprès, c'est pas possible. Regardez, elle est tout le temps à contresens de cette petite copine. Donc, vraiment... En tout cas, du coup, on a envie de regarder. Quoi, ça marche. Laquelle danse le mieux. Ça fait partie de la chorégraphie. Donc pour moi, ça fait partie du happening et c'est extrêmement drôle. Donc c'est extrêmement réussi. Donc, d'accord. Qui dit drôle dit réussi. Dans ce contexte-là, oui. Qui dit drôle, dit buzz, donc dit voilà. Attention du public. Ce qui n'est pas pareil pour le gouvernement, comme on le dit. Ce qui n'est pas pareil pour le gouvernement. Oui, voilà. L'humour, vous disiez, ne marche pas pour Sibeth Ndiaye. Là, ça marche, l'humour, parce qu'on va dire qu'on est quand même assez loin. Hein. Macron, on est quand même assez loin des arguments concrets dont vous parliez sur les réseaux sociaux. On est très loin de faire la pédagogie. Là, on est uniquement dans le fait de toucher les gens. Sur le combat des femmes. Et vous remarquerez les gants jaunes quand même, le petit clin d'œil aux gilets jaunes. Et le bleu de travail, clin d'œil à la classe ouvrière. Voilà. Donc et on est dans les symboles. Clin d'œil aux femmes au foyer. Non, oui, complètement, le sort des femmes. Donc on est dans les symboles. Et là aussi, symbole plus humour, ça marche à tous les coups en termes de buzz. Et l'invité politique, c'est Manon Aubry. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Députée européenne, membre de la France Insoumise. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Fabrice Vesseredon du groupe EBRA. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane. Les journaux régionaux de l'Est de la France, le groupe EBRA. On commence par la réforme des retraites, Manon Aubry, adoptée à l'Assemblée nationale hier après le vote de la loi organique et le vote de la première partie en passant par le 49.3. Est-ce que le gouvernement a remporté la première bataille ? Ils ont peut-être remporté une bataille, mais seuls contre tous, seuls contre les syndicats, seuls contre la majorité de la population, seuls contre le Conseil d'État et même littéralement seuls physiquement dans l'hémicycle hier au moment de l'adoption, puisque l'ensemble des oppositions ont préféré quitter la salle plutôt que faire face à leur mascarade où eux-mêmes avaient abdiqué complètement en disant mais de toute façon c'est bon, on est passé en force, il n'y a plus besoin d'avoir le moindre débat sur la question. Et je pense que c'est un terrible signal pour la démocratie, parce que ce qui m'a le plus choqué dans l'utilisation du 49.3, au-delà de révéler une 5e République à bout de souffle, c'est le fait que Édouard Philippe l'ait justifié comme pour mettre fin à une période de non-débat. Ce qui veut dire que pour lui, un débat dans l'hémicycle avec des parlementaires, c'est un non-débat. Et en vidant ainsi les mots de son sens, je pense que ça fait beaucoup de mal à la démocratie. Alors même, peut-être que Édouard Philippe était trop occupé à aller au Havre faire campagne pour les municipales, mais en réalité, le débat a été utile dans l'hémicycle, a permis de lever des lièvres, comme par exemple l'indexation du niveau des pensions des retraites sur un fameux indice d'activité de revenus par tête qui... sort de nulle part. Vous n'êtes pas allé trop loin dans la stratégie d'obstruction. Est-ce que, en déposant 30 000 amendements, c'était pas l'effet recherché, que le gouvernement, vous avez poussé le gouvernement au 49.3 ? On a poussé le gouvernement à débattre. Écoutez, l'ensemble des interventions... Et on ne débat pas sur 30 000 amendements. Bien sûr que si.
Bien sûr que si, dans l'histoire, il y a eu beaucoup plus d'amendements qui ont été déposés pour d'autres réformes. D'ailleurs, la précédente réforme des retraites avait duré plus longtemps. D'ailleurs, j'avais entendu Gilles Legendre se plaindre que, écoutez, on en a débattu trop longtemps. Attendez, celui qui veut nous faire travailler plus longtemps jusqu'à 67 ans se plaint d'avoir débattu en moyenne 8 heures par jour sur une réforme qui implique des centaines de millions d'euros et qui concerne un quart de notre vie et l'avenir de notre système de protection sociale. Non, sérieusement, est-ce que votre stratégie était la bonne? Maintenant que le texte a été adopté, est-ce que vous dites que votre stratégie était la bonne? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu moins d'amendements et plus de débats sur le fond? Moi, je suis convaincue que notre stratégie était la bonne parce que, de nouveau, j'insiste, l'ensemble des prises de parole et de position de la France insoumise concernaient le fond, ont abordé la question de l'impact de la réforme des retraites sur les femmes, sur les agriculteurs, la question de l'indexation. Bref, elles ont abordé l'ensemble des questions qui étaient posées par cette réforme et ont permis de faire naître un débat de fond. Et je vais vous donner l'excellent exemple, le terrible exemple. Grâce aux députés insoumis, on a pu savoir par exemple que non, les retraites ne seront pas indexées sur le niveau de l'inflation et que nous serons toutes et tous perdants. Le texte arrive maintenant au Sénat, fin avril. A priori, qu'est-ce que vous attendez du Sénat? J'espère la même pugnacité, la même combativité, parce que le gouvernement ne peut pas jouer la carte du 49.3 systématiquement. Donc j'espère que... Il ne peut pas l'utiliser au Sénat? Donc j'espère que nos collègues sénateurs seront inspirés par l'action des députés à l'Assemblée nationale, insoumis, mais pas uniquement, ce ne sont pas les seuls. Vous y croyez vraiment? J'ai un petit espoir sur... Il a l'air petit. Le Sénat qui promet un débat de fond, en tout cas. Moi, je suis aussi réaliste sur aujourd'hui la manière dont fonctionnent nos institutions de la Ve République. Franchement, ce serait mentir aux gens que de dire oui, le Sénat du jour au lendemain va bloquer la réforme. Mais je pense que sur chaque étape de cette réforme, il faut que le gouvernement entendent la colère des Français, entendent que nous serons toutes et tous perdants, entendent qu'ils ne peuvent pas faire un tel usage, un tel passage en force, passer du LBD dans la rue, ensuite au LBD parlementaire avec le 49.3 à l'Assemblée nationale, et donc au Sénat, qu'ils prennent autant de temps que nécessaire pour continuer à soulever les lièvres qui sont nécessaires et à poser toutes les questions qui méritent encore d'être posées. Un dernier mot sur ce sujet. Est-ce que pour vous, CGT et Force ouvrière ont eu raison de quitter la conférence de financement? Bien sûr, ils ont eu raison de quitter cette conférence de financement. Quel sens y a-t-il à avoir cette conférence de financement alors que le gouvernement a déjà annoncé qu'il ferait des économies et que c'était l'objectif de cette réforme? C'est l'équivalent de 2 000 € par retraité. Ça fait quand même cher, et ce, à partir de 2022. Donc on ne parle pas de quelque chose pour la génération 2004. On parle là, ici, de ceux qui vont rentrer en retraite dans les prochaines années. Et donc, ils ont eu raison, parce que cette conférence de financement, à quoi sert-elle à partir du moment où la réforme est déjà adoptée? Donc, on se moque de nous, on s'est moqué des syndicats, ils ont eu raison de le faire savoir. Allez, on va passer au coronavirus. Oui, l'actualité sanitaire de cette semaine, de ces dernières semaines, de plus en plus cuisante en France. Est-ce que, pour vous, l'affaire est bien gérée? Est-ce que le gouvernement a pris des mesures suffisantes? Je pense qu'on aurait tort de chercher à polémiquer sur une situation aussi sérieuse que le coronavirus. Je suis pas médecin et j'ai entendu certains hommes et femmes politiques donner des leçons sur la manière dont on devrait le gérer d'un point de vue médical et sanitaire. J'ai pleinement confiance dans les institutions sanitaires pour le faire. Donc je pense qu'il faut suivre leurs recommandations. Je suis juste surprise quand je vois par exemple Bruno Le Maire découvrir que des entreprises multinationales peuvent en profiter pour spéculer et faire de l'argent et faire exploser le prix des gels hydroalcooliques par exemple pour les mains. Et donc, il y a un encadrement qui est prévu. Le gouvernement s'est trouvé encadré, donc formidable, le gouvernement découvre l'encadrement. C'est terrible qu'il ait fallu attendre cette crise pour découvrir la nécessité d'encadrer, pour découvrir aussi la nécessité de la réquisition sur les médicaments. Nous, ça fait des années qu'on demande un pôle public du médicament, et la crise sanitaire qu'on vit avec le coronavirus en démontre la nécessité. Donc j'espère que ces décisions qui sont prises dans l'urgence pourront inspirer la politique du gouvernement à l'avenir. Sur le plan politique, est-ce qu'il faut toucher au calendrier des municipales?
Tant que la situation sanitaire ne l'impose pas, non, parce que ce serait se servir d'une situation sanitaire pour en faire une situation politique. Aujourd'hui, la situation est évidemment à prendre au sérieux, mais vous n'avez pas un cas de pandémie avec des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de cas. Donc évidemment, chaque cas est à traiter sérieusement. Et il faut prendre l'ensemble des dispositions. Mais je pense que le gouvernement l'a annoncé, des précautions seront prises sur les municipales, mais à ce stade, il n'y a pas d'annulation qui est envisagée. Et ça a des conséquences aussi pour les députés européens. La session parlementaire qui devait se tenir à Strasbourg la semaine prochaine est annulée, déplacée à Bruxelles. C'est une bonne décision pour vous ? Je vous avoue que, pareil, j'ai pas envie de remettre en cause si c'est pris pour des questions sanitaires, mais j'ai assisté hier à la conférence des présidents en tant que présidente du groupe de la gauche européenne, avec le président du Parlement européen, où à l'issue de cette conférence des présidents, il nous a dit non, on maintient la session à Strasbourg. Et puis quelques heures plus tard, il nous a envoyé un texto pour nous dire en fait c'est décalé à Bruxelles, et sans nous dire d'un point de vue sanitaire qu'est-ce qui a changé dans la situation. Et vous avez du mal à la comprendre quand même. C'est d'autant plus qu'il n'y a pas forcément plus de cas en Alsace qu'à Bruxelles. Après, de nouveau, il y a peut-être des informations d'un point de vue sanitaire dont je ne dispose pas. J'espère juste que ce n'est pas utilisé et instrumentalisé pour mener la guerre contre le siège de Strasbourg, comme c'est régulièrement fait dans les institutions européennes. J'ai pas les preuves, donc de nouveau, je suis prudente. Le maire de Strasbourg a fait un communiqué d'ailleurs en disant qu'il fallait quand même que les 12 sessions se tiennent comme prévu par les traités. C'est en effet dans les traités européens, et puis la question se pose. En fait, la prochaine session de Strasbourg, elle est fin mars. Je ne pense pas, malheureusement, que la situation aura radicalement changé du point de vue du coronavirus d'ici fin mars. Donc que faisons-nous? Annulons-nous purement et simplement les sessions plénières? Est-ce que on trouve des façons modernes de les tenir par téléphone? J'en sais rien. Mais je pense qu'il faut être un minimum cohérent dans les décisions qui sont prises en la matière. Allez, on va passer à l'actualité de l'Union européenne, justement. Et cette crise migratoire d'abord, Fabrice. Oui, absolument. La Turquie qui a ouvert ses frontières avec l'Europe, qui laisse passer des milliers de migrants et réfugiés. Une décision qui fait suite à un affrontement avec la Syrie. Faut-il se préparer à une nouvelle crise migratoire, selon vous ? Alors déjà, sur les mots, je suis vigilante. Moi, je ne parlerai jamais de crise migratoire, je parlerai d'une crise de l'accueil. La question qui est posée, c'est comment on peut accueillir dignement ces hommes et ces femmes. Parce que ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que la Grèce et la Turquie se rejettent les migrants un peu comme si c'était des marchandises qu'on s'échangeait d'un pays à un autre. Mais juste... arrêtons-nous 2 minutes là-dessus. Ce sont des hommes et des femmes. Ce sont des êtres humains avec des bras comme vous et moi. Ils n'ont rien de différent. Et aujourd'hui, non seulement jusqu'à présent l'Union européenne les laissait mourir en mer Méditerranée par manque d'assistance, mais là c'est encore plus grave. On a la Turquie et la Grèce qui directement intimident, voire s'en prennent à des migrants. Il y a eu des images terribles avec des gardes-côtes grecs qui ont tiré dans l'eau pour intimider et pour essayer de faire chavirer des embarquements de migrants. Désolée de m'emporter un peu sur le sujet, mais je trouve que c'est une situation grave et je ne sais pas si vous avez vu les images des dirigeants européens, président du Parlement, président de la Commission, qui viennent en cow-boy à la frontière gréco-turque et qui utilisent un langage guerrier, qui parlent de la Grèce comme un bouclier. Je trouve que c'est abominable, c'est insupportable et c'est indigne. Mais que doit faire l'Union européenne? Est-ce qu'on peut accueillir tous ces migrants, tous ces réfugiés? D'abord, la vraie question qui est posée, c'est la question des accords de Dublin. Parce qu'à cause des accords de Dublin, l'ensemble des migrants qui arrivent sur le territoire grec doivent faire leur demande d'asile dans le territoire grec. Et donc, évidemment... Dans le premier pays d'accueil. Parce que c'est le premier pays où ils ont mis les pieds dans l'Union européenne. Alors qu'il faut une approche coordonnée. D'ailleurs, à ce titre, il y a une deuxième question qui est scandaleuse dans cette histoire, c'est que la Grèce a suspendu pendant 1 mois les demandes d'asile dans le pays. C'est contraire aux conventions de Genève, c'est contraire au droit international. Et puis, l'autre réponse que peut faire l'Union européenne, honnêtement, là, elle est en train de payer le prix de son irresponsabilité et de son sous-traitement de la question migratoire à la Turquie. Elle lui donne de l'argent, elle ferme les yeux sur ce que fait la Turquie et Erdogan en disant « on vous laisse gérer les migrants ». Là, elle en paye directement les conséquences et c'est ça aussi qui devrait être... Il ne fallait pas confier la gestion de ces migrants et l'étanchéité des frontières de l'Union européenne finalement à la Turquie. C'était une erreur? En tout cas, en sous-traitant de la sorte à la Turquie, l'Union européenne s'est fait...
en fait, prendre à son propre piège. Et donc, ça nécessite à la fois la nécessité d'avoir une approche coordonnée de l'ensemble des pays de l'Union européenne et d'avoir une politique d'accueil digne. De nouveau, on ne parle pas de millions de personnes, contrairement à ce qui peut être parfois dit par l'extrême droite ou par d'ailleurs la Turquie. On parle de milliers de personnes qui ont fui en général des guerres. Mais du coup, il faut revoir cet accord avec la Turquie pour Évidemment qu'il faut le revoir, parce que c'est une forme de lâcheté de la part de l'Union européenne, de dire on vous donne un peu d'argent, allez-y gérer, et puis au passage on ferme les yeux sur les exactions d'Erdogan, y compris en Syrie. Un mot sur ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian hier, le ministre français des Affaires étrangères. L'Europe ne cédera pas au chantage migratoire exercé par la Turquie et ses frontières resteront fermées aux personnes migrantes envoyées par ce pays. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'il y a une forme d'hypocrisie de la part de la France de monter au créneau et de se dire oui, on garde les frontières fermées. Et en fait, c'est autant de barbelés au pied desquels viennent mourir des êtres humains. Et que ça ne suffit pas d'avoir une politique ferme vis-à-vis de la Turquie, tout en continuant à leur donner de l'argent et en fermant les yeux sur ce qui se passe. Pour être clair, il faut tous les accueillir ? Il faut que l'Union européenne les accueille ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut commencer par faire jouer le droit international et donc faire en sorte que ces personnes-là puissent demander le droit d'asile, qui est encadré dans le droit international et le droit européen, et qu'elles puissent le faire en Grèce, mais pas seulement, parce que ce n'est pas à la Grèce d'assumer l'ensemble, en effet, de cette charge. Il y a 27 pays dans l'Union européenne, plus de 300 millions de personnes. Je pense qu'on est en capacité d'assurer cette mission. On a quand même un cas en Europe, le cas allemand, Angela Merkel, qui a annoncé il y a quelques mois accueillir 2 millions de migrants. Elle le paye cher aujourd'hui, politiquement, avec notamment une montée de votre principal adversaire politique, qui est l'extrême droite. Ça ne vous interpelle pas ? Moi, je vois aussi une montée de nos partenaires en Allemagne, du parti qui fait partie de notre groupe de la gauche qui s'appelle le Die Linke, qui vient notamment de remporter les élections dans la région de Thuringe, qui était la fameuse région où les libéraux avaient fait alliance avec l'extrême droite pour gouverner la région. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit toujours forcément l'extrême droite qui soit gagnante. Et puis, sans vouloir polémiquer, Angela Merkel a peut-être eu une approche court-termiste sans penser sur le long terme comment on a une politique à la fois d'accueil digne des migrants, mais aussi de lutte contre les causes profondes de migration, parce que c'est rarement un choix pour ces personnes-là de fuir la guerre, de fuir le dérèglement climatique, de fuir des troubles tels qu'ils soient, et c'est aussi là-dessus qu'il faut agir. Je ne suis pas sûre qu'Angela Merkel l'ait fait. Allez, justement, parce que vous parlez du dérèglement climatique, on va parler du climat. Ursula von der Leyen qui a invité Greta Thunberg au Parlement européen cette semaine. Est-ce que c'est de la com ou est-ce que c'est le signal de l'ambition écologique de la présidente de la Commission européenne ? C'est de la com, très clairement. Et c'est Greta Thunberg qui l'a dit le plus magnifiquement et le plus clairement du monde possible. Une de ses premières phrases au Parlement européen était de dire « Notre maison brûle », ça c'est pas d'elle, on connaît la phrase. Et puis elle a dit « Notre maison brûle, vous êtes sortis de la maison, vous avez regardé le feu, puis vous êtes rentrés à l'intérieur de la maison, vous avez fini votre dîner, vous avez regardé un film, vous êtes couchés ». Et elle a regardé les parlementaires droit dans les yeux, et aussi Ursula von der Leyen, l'ensemble des institutions européennes, leur dire en fait les pompiers pyromanes, c'est vous. C'est vous parce que le même jour où elle était là, l'Union européenne, la Commission européenne présentait par exemple sa loi climat, qui était censée être la loi fixant des objectifs contraignants, ambitieux en matière climatique. La loi climat, pour préciser, c'est l'arsenal juridique qui va avec le pacte vert d'Ursula von der Leyen. Exactement. Qui prévoit une neutralité carbone d'ici 2050 pour l'Union européenne. Pour vous, c'est pas bien cette loi climat ? On parle de neutralité carbone en 2050 avec aucun objectif de réduction des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Alors que la science est très claire. Si on veut atteindre la neutralité carbone, alors il faut une réduction de 65% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Rien. Aucune remise en cause des énergies fossiles. La preuve, le Parlement européen a voté il y a 3 semaines, pas nous, mais les libéraux et la droite, plus de 30 milliards d'euros de subventions aux énergies gazières, responsables de 20% des émissions de gaz à effet de serre. À cette même session, le Parlement européen a aussi voté un accord de libre-échange avec le Vietnam, augmentant le transport de marchandises de 20% entre le Vietnam et l'Union européenne. Vous voyez, la liste serait longue des contradictions
manifeste entre, d'une part, les paroles et les discours de l'Union européenne et, d'autre part, les actes. C'est ça qu'est venue dire Greta Thunberg et je pense que ce serait une erreur colossale de ne pas l'écouter et de ne pas l'entendre. Je ne sais pas si c'est par cynisme ou par suivisme que l'ensemble de la droite et une partie même des socialistes ont ces politiques climaticides. Mais plus que jamais, il est temps de se réveiller. C'est fort climaticide, hein, mais ce pacte vert... Oui, climaticide. Mais imaginez, on va regarder les générations futures, nos enfants, mais même moi, je veux dire, j'ai 30 ans. Si je vis encore 30, 40, 50 ans, on va vivre les impacts du changement climatique. C'est climaticide de financer des projets glaciers. C'est climaticide de voter des accords de libre-échange. Et c'est ce qu'a fait le Parlement européen. C'est ce que font les institutions européennes. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, depuis le pacte vert annoncé par la Commission européenne, il y a une formidable enquête de vos confrères de Libération qui ont montré à quel point les lobbies, notamment en faveur des énergies fossiles, sont extrêmement actifs au Parlement européen. Et malheureusement, la preuve est que le Parlement européen les a un peu trop écoutés. Allez, il nous reste 2 questions. Première sur les municipales, Fabrice. L'élection municipale, c'est le prochain rendez-vous électoral. Vous êtes en campagne dans plusieurs villes, dont certaines sont déjà tenues par le Rassemblement national, Béziers, Avignon, Fréjus, qui est votre ville de naissance. C'est une tournée anti-Rassemblement national. Vous êtes inquiète par rapport au Rassemblement national? Alors, Avignon qui n'est pas tenu par le Rassemblement national. Le Rassemblement national est très élevé et est arrivé premier aux dernières élections européennes à Avignon. Oui, j'assume d'être inquiète et j'ai fait aussi ce choix d'aller particulièrement soutenir ceux qui essaient de construire une alternative sociale et écologique et d'offrir une réponse à finalement, c'est le cas à Avignon, les 50 nuances de libéralisme ou l'extrême droite. Et oui, je suis inquiète parce qu'il faut le dire très clairement, le bilan du Rassemblement national dans ces villes, et je suis très bien placée pour le savoir à Fréjus où j'ai grandi, est antisocial. À Fréjus, c'est 2 centres sociaux qui ont fermé. Anti-écologique, à Fréjus, c'est 48 millions d'euros de vente de patrimoine public. C'est la remise en cause de la base nature, qui est un espace nature au bord de mer. Et pourtant, le sortant est bien placé pour l'emporter. Il est bien placé parce qu'il y a une vraie politique de clientélisme de la part du Rassemblement national. J'assume de le dire. Il y a aussi une attitude antidémocratique et de musellement de l'opposition. J'en ai fait les frais d'ailleurs. David Racheline, le maire Rassemblement national de Fréjus, m'a poursuivi en justice et la mairie a dépensé plus de 700 000 € pendant ces 6 ans de mandature pour des frais de justice payés donc par les deniers et par l'argent public des Fréjusiens, tout ça pour poursuivre les opposants. Allez, une dernière question, Fabrice. Oui, pour terminer, vous êtes très engagé dans la défense des droits des femmes. Qu'avez-vous pensé de la polémique Polanski ? C'est le César de la honte, il n'y a pas d'autre mot. Vous seriez parti, vous ? Évidemment, je serais partie, je me serais cassée, comme on dit maintenant. Et je vais vous dire assez franchement, j'ai été choquée par le silence coupable de certains responsables politiques qui n'ont, pour certains, eu aucun mot pour dénoncer ce César de la honte attribué à Polanski, qui est quand même un violeur condamné par la justice et qui a même fui la justice, mais même y compris à gauche. Ces pudeurs de gazelle sont aujourd'hui inacceptables à l'heure où une enquête, par exemple, a montré que près de 90% des femmes ont subi des pressions pour avoir des rapports sexuels. Donc la meilleure réponse, c'est de se lever et de se casser, comme l'a dit Virginie Despentes. Alors je ne vais pas me casser là tout de suite, mais dans quelques secondes de ce plateau. Et la meilleure réponse sera aussi dans la rue ce 8 mars pour la journée du droit des femmes. Mais la bataille ne se fera pas qu'en ce 8 mars. Et certains responsables politiques, des hommes en particulier, feraient mieux de se regarder un peu dans la glace et de se poser des questions sur ce silence coupable. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Manon Aubry d'avoir été avec nous ce matin. Merci Fabrice. Lundi à votre place, Manon Aubry, ce sera l'un de vos collègues, député européen, David Cormand, député européen, membre d'Europe Écologie Les Verts. Et on passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires.
Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Dans ce club des municipales à 9 jours maintenant du premier tour, on fera un point sur la campagne à Marseille. On sera sur place avec nos partenaires de la Provence. Guilhem Ricavi sera en direct avec nous et on parlera de la stratégie de la République en marche pour ces élections du mois de mars. Le parti qui vise 10 000 locaux va-t-il atteindre son objectif? On posera la question. Mais comme tous les vendredis, on va commencer ce club par un bilan de nos reportages en région consacrés eux aussi aux municipales. Et bonjour Marion Vigreux. Bonjour Marianne. On vous a suivi toute la semaine, vous avez suivi la campagne du côté du Grand Est, des Vosges, de Nancy, de Metz. Et justement, on va parler de Metz et de Nancy où au vu des premiers sondages, eh bien, un basculement politique se profile. On va commencer par Nancy, c'est la gauche qui pourrait bien s'imposer. Oui, et ce serait historique car la droite a toujours eu les faveurs de l'électorat. La gauche n'a jamais été aux responsabilités et l'opposition a donc son argumentaire tout trouvé. Il est temps de changer d'équipe et de renouveler le paysage politique local. Dans les sondages, le rapport de force est effectivement en faveur du candidat de gauche, Mathieu Klein. Avec le maire sortant, Laurent Hénart, ils sont à égalité à 34%. Et les Verts sont à 12%. Mais comme vous allez le découvrir sur une infographie, en 2014 déjà, Mathieu Klein faisait figure de favori. Et ça ne lui a pour autant pas réussi, ce qui donne au maire actuel des raisons d'espérer. Je vous propose de l'écouter. Les sondages de 2020 sont meilleurs que ceux de 2014, puisque ceux de 2014 donnaient Mathieu Klein toujours en tête et toujours gagnant, et que je l'ai battu, et que j'ai été élu maire. Voilà. Donc je prends les sondages avec le recul qu'il faut. Et de toute façon, j'ai toujours considéré que dans une ville comme Nancy, qui est une ville exigeante, les élections ne sont jamais jouées d'avance. Voilà. Les campagnes, elles ont vraiment pour objectif de structurer le débat public, de trouver des réponses aux questions qui intéressent les habitants. La campagne, elle fait vraiment bouger les lignes à Nancy. Mais 2014 n'est pas 2020 et à Nancy, l'issue du scrutin est aujourd'hui entre les mains des Verts. Et vous étiez aussi à Metz cette semaine, et là c'est le scénario inverse, c'est la droite qui pourrait bien s'imposer. Oui, et ce qui fait les affaires de la droite et du sénateur François Grosdidier qui la représente, c'est le fait que la majorité socialiste qui était aux commandes à la mairie a complètement explosé. L'équipe est minée par les rivalités internes. Et pour ce premier tour des municipales, il y a 4 candidats issus de la majorité de gauche qui se présentent avec chacun leur liste, ce qui favorise évidemment l'éparpillement des voix. Et qu'est-ce qui a conduit à cette situation? Eh bien notamment le choix pris par le maire Dominique Gros de soutenir non pas l'un de ses adjoints, mais son proche conseiller Xavier Bouvet, nouveau venu en politique. Une décision qui a été très mal accueillie dans son camp. Conséquence, Marion, on l'a vu, l'ambiance se crispe dans cette campagne. Oui, et le protégé de Dominique Gros, Xavier Bouvet, en fait les frais en subissant plusieurs attaques venant de sympathisants de gauche. Des attaques qui perturbent forcément sa campagne, et ce alors qu'il a déjà un challenge de taille, se faire connaître des électeurs. Il est donc parti très tôt en campagne, au mois de septembre. L'autre difficulté pour le candidat, c'est son adversaire direct, le sénateur Les Républicains François Grosdidier, un candidat solide qui bénéficie de nombreux réseaux et qui est très connu, très implanté au niveau local, pour avoir été maire d'une commune voisine, mais aussi député. François Grosdidier fait dans les sondages la course en tête. Il est à 9 points du candidat de gauche et le report des voix lui est à ce jour favorable. Après 2 mandatures socialistes, la droite pourrait donc bien reprendre Metz. Et merci beaucoup Marion. Tous vos reportages à Nancy, à Metz, mais aussi dans les Vosges sont à voir ou à revoir sur notre site internet publicsena.fr. La semaine prochaine, on va suivre la campagne du côté du sud-ouest. On sera notamment à Bordeaux et à Pau. Et dans quelques instants, nous allons accueillir nos journalistes pour ce club du jour et on va poursuivre notre série sur les stratégies des différents partis pour ces municipales. Aujourd'hui, on s'intéresse à la République en marche, première élection municipale pour le parti présidentiel. On va voir quels sont les objectifs avec Jonathan Dupriez. Sans ancrage local, le parti présidentiel sait que le scrutin lui sera défavorable. D'autant que le contexte national difficile pour la majorité laisse planer l'ombre d'un vote sanction les 15 et 22 mars prochains. Ce qui complique de fait la conquête de places fortes pour la majorité. LREM visait principalement de grandes métropoles jugées gagnables, à commencer par Paris. Mais la candidature dissidente de Cédric Villani puis le soudain retrait de Benjamin Griveaux ont transformé la bataille pour la capitale en chemin de croix pour le parti. Le scrutin s'annonce aussi très délicat à Lille, Metz ou encore Bordeaux. Idem à Perpignan. Le candidat de la cité catalane, Romain Gros, n'est crédité que de 14% des intentions de vote. Seul Strasbourg apparaît comme la seule grande ville gagnable à ce stade, même si En Marche et les écologistes sont au coude à coude. Conscient de cette difficulté à rassembler en son nom, En Marche a dû user de la stratégie dite du coucou. Nouer des alliances avec les maires sortants de gauche, mais surtout de droite, avec l'objectif de faire élire 10 000 conseillers municipaux. Notre objectif, c'est d'avoir le maximum d'élus
dans le territoire français, dans les départements, de faire des scores honorables pour pouvoir, bien entendu, on verra comment ça va se passer, mais que ces élections soient difficiles, bien entendu. Les élections sont toujours difficiles pour le parti au pouvoir. LREM peut toutefois compter sur ses ministres tête de liste. Coulommiers avec Franck Riester, mais surtout Le Havre où Édouard Philippe est donné favori. À Tourcoing, le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin caracole lui aussi en tête des sondages. Et voilà pour les objectifs de La République En Marche. On va en parler avec le club. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour César Armand. Bonjour Ariane. Bonjour Sylvain Courage. Et rebonjour Quentin. On va parler de la stratégie de la République En Marche. 10 000 élus locaux, c'est l'objectif affiché, Arnaud Benedetti. Est-ce que c'est un objectif atteignable et est-ce que pour un parti au pouvoir, c'est un objectif si élevé que ça? Non, c'est peu. C'est peu. Le problème, c'est qu'on ne voit pas trop quelle est la lisibilité de cette stratégie, si ce n'est peut-être de rendre illisible le résultat des élections municipales. Si vous voulez, ce qui est quand même surprenant, c'est que c'est un parti qui s'est in fine assez peu professionnalisé depuis 2 ans au pouvoir, et c'est assez surprenant parce qu'en l'occurrence, ils avaient le temps justement d'essayer de construire un maillage territorial. Ils n'y sont pas manifestement parvenus. Donc face à cette impréparation, ils ont opté pour une stratégie qui consiste à vraisemblablement brouiller les cartes, c'est-à-dire à avoir des jeux d'alliance, un coup à droite, un coup à gauche, avec parfois des sortants, parfois en présentant des candidats sous leur propre couleur. Mais quand on regarde en tout cas les sondages, les intentions de vote dans un certain nombre de grandes villes où ils bénéficient d'une sociologie qui devrait leur être a priori plutôt favorable, on voit que finalement pour l'instant ces candidatures ne prennent pas dans l'opinion. Donc il y a un vrai problème d'implantation locale aujourd'hui qui se pose pour La République En Marche. Il est vrai aussi qu'ils ont vécu pendant 2 ans une séquence qui a été particulièrement compliquée, notamment sur le plan des territoires, avec la crise des Gilets jaunes qui n'a certainement pas favorisé vraisemblablement l'émergence de figures dans un certain nombre de territoires qui auraient pu driver des listes. Donc c'est un objectif qui est modeste, il faut le dire, pour un parti majoritaire. Et est-ce que c'est un objectif accessible? Il va falloir se poser la question. Sylvain Courage, est-ce que ces municipales révèlent l'incapacité de La République En Marche à s'implanter localement? C'est compliqué en si peu de temps de bâtir un appareil local, et c'est vrai que c'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux, sur Internet, donc chacun pouvait s'y inscrire, y contribuer, mais il n'y a pas eu de structuration, et je crois qu'il y a énormément de conflits, de rivalités aussi à l'échelon local qui ont rendu les choses très compliquées. Alors du coup, plutôt que d'essayer de construire effectivement, il y a une stratégie d'évitement, de dissimulation, et on se fixe un objectif pas trop élevé pour pouvoir l'atteindre. Voilà. À défaut de gagner, on s'organise pour perdre le moins lourdement possible. César. Oui, je vais rebondir un peu sur ce que disait Arnaud. La stratégie n'est pas très lisible. On a d'un côté des députés comme Romain Gros à Perpignan, Émilie Chalas à Grenoble qui sont envoyés au front, des ministres comme Gérald Darmanin, Édouard Philippe à Tourcoing et au Havre. Et de l'autre, on étiquette des listes de gauche, on étiquette des listes de droite. À croire qu'en fait, ils préparent surtout les sénatoriales et envoyer le plus de conseillers municipaux qui voteront pour les listes LREM ou sénatoriales. C'est plus un système de franchise, si on veut comparer au déploiement d'un réseau commercial. Et donc, le panonceau est accordé à des gens qui ont des parcours très divers et qui ne sont pas aligné, ça posera d'autres problèmes ensuite. Oui, la vérité, c'est qu'un élu et un élu local, ça se construit aussi avec le temps. Il faut de la maturation. Vous savez, les partis, quand même, sont des partis de notables. En l'occurrence, il y a très peu de notables à La République En Marche. La République En Marche, comme vous l'avez rappelé, ça s'est agrégé au prix d'un concours de circonstances tout à fait exceptionnel, avec des gens dont beaucoup n'avaient jamais fait de politique et qui sont arrivés dans une formation politique qui, in fine, n'a pas travaillé, encore une fois, son implantation. On peut quand même se poser la question aussi de l'incarnation de cette formation politique, parce que finalement tout repose sur Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, en l'occurrence, on a vraisemblablement la fragilité d'une personnalisation excessive d'une formation politique. Et quand une formation politique est personnalisée comme elle l'est autour d'Emmanuel Macron, vous n'avez pas d'autres figures qui émergent. Et là, en l'occurrence, c'est vraisemblablement l'une des raisons pour lesquelles, encore une fois, on voit un parti majoritaire qui a beaucoup de mal à
s'ancrer territorialement. Et puis il y a quand même l'autre souci qui va se poser à 1 an des élections présidentielles, ce sont les régionales et les départementales. Et si les résultats aux municipales ne sont pas à la hauteur des espérances, ça va être encore plus compliqué pour les départementales et a fortiori pour les régionales qui, elles, auront véritablement, en l'occurrence, une résonance nationale. L'autre problème auquel doit faire face La République En Marche, ce sont des dissidences. Dissidences dans plusieurs grandes villes. On va voir la carte. Qu'est-ce que ça révèle, ces dissidences? Alors, on parle beaucoup de Paris, de Lyon, mais il y en a d'autres. Regardez. Qu'est-ce que ça révèle du parti? D'abord, ce qu'on a dit, c'est-à-dire que les gens qui ont finalement choisi le mouvement macronien en 2017, ils avaient des ambitions, donc ils essaient de les réaliser localement. Et donc il y a plusieurs candidats qui se manifestent. Et ensuite, il n'y a pas vraiment de structure pour désigner les candidats. C'est essentiel pour un parti, c'est vraiment la fonction principale, c'est de désigner des candidats. Donc là, ça ne fonctionne pas bien. Et par ailleurs, il n'y a pas non plus une ligne idéologique. Et un corpus très clair. Donc tout ça favorise quand même une certaine zizanie. C'est vrai que dans les prochains scrutins locaux, ça va être beaucoup plus douloureux parce qu'on aura cette zizanie locale, mais on aura un résultat national. Et donc on pourra mesurer effectivement l'inexistence en quelque sorte de la structure. Et ça portera ensuite préjudice aux candidats si Emmanuel Macron se présente en 2022. Arnaud, vous parliez d'un manque de personnalisation. C'est aussi un manque d'autorité quand on voit cette carte? Écoutez, les dissidences ont toujours existé dans les scrutins locaux et elles ont largement aussi impacté les formations politiques qui étaient particulièrement implantées parce que les ambitions locales, ça existe, ça a toujours existé. Encore, on va parler de Marseille tout à l'heure. Et elles sont inévitables. Oui, il y a certainement un manque de leadership au niveau d'En Marche. Christophe Castaner est resté finalement assez peu à la tête d'En Marche. Stanislas Guerini, manifestement, a quand même du mal à s'imposer. En l'occurrence, moi je pense que vraisemblablement, encore une fois, on touche aux limites d'une formation politique qui n'a pas voulu devenir véritablement un parti politique aussi. Et à un moment donné, un parti politique, c'est une entreprise politique, comme le disait Max Weber. C'est-à-dire qu'il faut un boss et il faut en effet un certain nombre de bonnes pratiques pour que ça fonctionne. En l'occurrence, là, la start-up, ce n'est pas quelque chose qui est vraisemblablement très opérationnel dans le champ démocratique et dans le champ politique, comme quoi parfois le vieux monde résiste beaucoup mieux qu'on ne l'imagine. Dernière question là-dessus, Sylvain. Est-ce que LREM il doit aussi faire face à l'impact des décisions gouvernementales sur sa politique locale ? Bien sûr. Le contexte, de toute façon, serait très difficile pour une formation plus aguerrie, plus ancienne, plus structurée, parce que ce qui enraye la machine, c'est surtout ça. C'est-à-dire que c'est le désamour, c'est la désaffection de l'opinion pour ce que représente l'aventure politique d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, c'est ce qu'on mesure. Est-ce que ça va s'améliorer? En tout cas, pour l'instant, il paye cette impopularité. Oui, il ne faut jamais oublier que c'est une élection intermédiaire. Une élection intermédiaire est, j'allais dire, par construction, toujours difficile pour le pouvoir en place. Et quand vous ajoutez à l'élection intermédiaire l'inexpérience du local, vous rendez encore plus difficile ce type de consultation. Allez, on va parler d'un autre sujet. C'est l'ombre du coronavirus qui pèse sur ces municipales. Mais Christophe Castaner l'a répété hier, il n'y aura pas de report. Alors, qu'en pensent les Français? Sont-ils inquiets? On va regarder ensemble notre sondage exclusif OpinionWay pour Public Sénat, l'Incas et La Tribune. César, 2 questions ont été posées. On va d'abord regarder la première. En raison de l'épidémie de coronavirus, êtes-vous inquiet de vous rendre dans un bureau de vote? Alors, 28% des Français disent qu'ils sont inquiets et 71% disent qu'ils sont peu ou pas du tout inquiets, César. Oui, les Français ont envie d'aller voter. C'est quand même une élection qui reste très mobilisatrice. Le président de la République a promis du gel hydroalcoolique et des masques dans tous les bureaux de vote et ça a sans doute rassuré. Les plus âgés, les 65 ans et plus, qui sont ceux qui se déplacent le plus et qui votent le plus pour la droite républicaine, sont aussi ceux qui vont aller le plus voter. C'est ce qui ressort de ce sondage. En tout cas, c'est ceux qui sont le moins inquiets. Voilà, alors que c'est la population la plus à risque. Exactement. Arnaud, ça vous étonne ce sondage? 71% qui disent être peu ou pas du tout inquiets d'aller voter? Ça m'étonne. J'ai pas de réaction particulière, si ce n'est que ça montre une certaine forme de résilience, que malgré, disons, la très grosse couverture médiatique du sujet, la communication de l'exécutif, qui est quand même une communication massive, en l'occurrence, les Françaises et les Français montrent une certaine forme de sang-froid. Je trouve que c'est plutôt rassurant sur l'état de la société française et sa capacité finalement à amortir les chocs psychologiques. Donc ça, c'est plutôt bien.
Ensuite, je crois que vraisemblablement, en effet, les élections municipales sont des élections qui mobilisent, même si quand même depuis un certain nombre d'années, on voit que la mobilisation s'infléchit un peu au niveau des scrutins locaux. Mais je crois qu'en effet, ce sont des élections qui sont attendues parce qu'il y a des enjeux de proximité et que les gens sont particulièrement intéressés par la vie de leur cité et la vie locale. Et si on en croit ce sondage, il faut finalement s'attendre à peu d'impact de l'épidémie du coronavirus sur la participation municipale? Non, c'est tant mieux, parce que si en plus on avait dû... Enfin, on verra, mais en tout cas, s'il fallait ensuite commenter des résultats avec une participation très faible, avec des catégories de population qui, par crainte de l'épidémie, ne se seraient pas rendues aux urnes, ça compliquerait encore la situation politique. Il vaut mieux que les choses se fassent clairement. Et on va regarder la deuxième question, puisqu'il y avait 2 questions dans ce sondage. Faut-il maintenir les municipales aux dates prévues, les 15 et 22 mars prochains? Et là encore, la réponse est oui pour 76% des Français, non pour seulement 22% des Français. César, les Français qui valident le choix de Christophe Castaner de ne pas reporter cette élection. Oui, mais la question aussi qu'on aurait pu se poser, c'est quand est-ce qu'on aurait organisé à nouveau ce scrutin ? Parce que c'est toute une logistique énorme derrière qui est pilotée depuis Beauvau et ensuite déployée par les préfectures. Comment on ouvre autant de bureaux de vote à d'autres dates alors que là tout est dans les tuyaux depuis des mois et ça aurait été compliqué. Et je pense que les Français en ont conscience aussi que c'est une lourde logistique et qu'on ne peut pas tout annuler du jour au lendemain. Oui, il y a la question de la logistique, il y a la question du coût également, et puis il y a la question aussi de la sincérité du scrutin, parce que ça me paraît quand même extrêmement difficile de finalement reculer une échéance électorale, parce qu'on voit bien que ça risquerait d'altérer la régularité d'une certaine manière du scrutin. Un scrutin, ça s'effectue dans un temps donné, et en l'occurrence, il faut essayer de respecter le temps démocratique, nonobstant les événements. Les régimes qui reportent les élections ne sont pas les plus démocratiques, donc même si c'est pour de bonnes raisons, la lecture politique qu'on en ferait serait désastreuse. C'est impossible. Et voilà pour ce sondage donc exclusif, OpinionWay pour Public Sénat, l'Incas et La Tribune. À lire sur nos sites internet respectifs, César, le site internet de La Tribune et le site internet de Public Sénat. On va passer aux dernières infos de ces municipales. C'est avec vous, Quentin, vous qui scrutez Twitter avec intention. On va faire un petit tour de la campagne. Et on commence, Quentin, avec la campagne des municipales à Perpignan et un sondage publié hier. Voilà, on va continuer avec cette idée des sondages, mais donc un sondage sur les intentions de vote au premier tour. On a vu le tweet de l'Indépendant, le journal basé à Perpignan, qui donc nous donne les tout derniers chiffres, et un tweet que Louis Alliot n'a pas manqué de retweeter, car il est donné en position de force avec 35% d'intention de vote, 19% pour Jean-Marc Pujol, le maire sortant, et les 3e et 4e candidats en lice dans les intentions de vote à 15% tous les deux. Agnès Langevin, je vous rappelle, c'est la candidate qui est soutenue par le PS et ELV, et Romain Gros, le député LREM dont on parlait tout à l'heure dans le reportage de Jonathan Dupriez. Et donc ils sont tous les deux donnés à 15% en 3e et 4e position. Et alors on a lu aussi une analyse assez intéressante sur les réseaux sociaux, je voulais vous les montrer, avec effectivement des enseignements, par exemple sur la question de l'étiquette de Louis Alliot. Regardez, c'est le message de gauche. On peut lire qu'effectivement dans ce sondage, selon 41% des électeurs, l'étiquette LREM, c'est plutôt un repoussoir, et seuls 23% des électeurs jugent cette étiquette comme un atout. Autre enseignement, c'est l'image de droite. Pour 55% des personnes tentées par le vote Louis Alliot, c'est bien la personnalité du candidat et son ancrage local qui reviennent en première position dans la décision de voter pour lui à l'élection municipale. Voilà, l'étiquette RN, du coup, qui est un repoussoir. Oui. Vous avez dit LREM. Pardon, RN, excusez-moi. L'étiquette RN qui est un repoussoir. Arnaud, du coup, c'est la plus grande chance de conquête d'une grande ville, en tout cas Perpignan, pour le Rassemblement national. C'est en tout cas la chance la plus probable d'une victoire du Rassemblement national, même si on voit que Louis Alliot, disons, valorise plutôt la dimension perpignanaise que la dimension Rassemblement national. Il est perpignanais, de toute façon, et c'est pas la première fois qu'il est candidat à la mairie de Perpignan, et ça fait très nombreuses années qu'il sillonne sa ville. Oui, c'est la plus grande chance, vraisemblablement parce que le contexte local s'y prête, et puis surtout, ça serait un retour du Rassemblement national dans une ville de plus de 100 000 habitants, puisque je crois que la dernière ville conquise à plus de 100 000 habitants, c'était Toulon, avec une expérience qui s'était soldée par un échec cuisant en matière de gestion municipale. Donc c'est une seconde chance pour le Rassemblement national, en l'occurrence.
Oui, c'est intéressant parce que c'est la ville que le Rassemblement national s'est choisi comme symbole de sa progression. C'est aussi intéressant du point de vue de la stratégie parce qu'effectivement, Louis Alliot se notabilise, c'est-à-dire qu'il essaye de cacher un peu ses origines partisanes et idéologiques pour essayer de conquérir la mairie. Et puis ce sera intéressant aussi peut-être après dans la vie du Rassemblement national parce que ça va donner à Louis Alliot aussi une stature importante dans un parti où pour l'instant on ne voit qu'une tête. Donc il y aura peut-être aussi une évolution avec l'apparition d'une figure nationale nouvelle. Allez, autre ville, autre sondage, hein. Quentin, on va à Montpellier. Oui, tout à fait. On a vu encore un sondage publié hier pour le Midi Libre. Je vais vous montrer le tweet de Yann Marek, qui est rédacteur en chef au Midi Libre. Il dit un sondage pour Midi Libre nous donne le maire Philippe Sorel en tête, mais sous les 20%. Et deux candidats, donc Mickaël Delafosse, c'est le candidat PS, et Moed Altrad, alors il est un peu inclassable, il pourrait se maintenir un second tour qui se joue dans un mouchoir. Et je voulais vous montrer d'ailleurs la une du Midi Libre qui donne tous les autres candidats et les chiffres d'intention de vote. Et alors s'il y en a un qui est particulièrement regardé, c'est bien placé. Il est à 9% d'intention de vote, c'est Rémi Gaillard, il est juste en dessous de Moed Altrad, il est à 9% d'intention de vote, c'est un YouTuber, vous le connaissez, hein. Et effectivement, on a été très surpris en voyant ce chiffre. Et autre enseignement, on peut le regarder à nouveau, cette une du Midi Libre, c'est le fait que les deux candidates écologistes qui font un peu la guerre pour l'étiquette, elles sont à 9 et 8%, donc on voit elles s'annulent, alors qu'elles étaient très bien placées. Encore en mois de janvier, la candidate ELV était donnée gagnante. Un mot rapidement sur Montpellier. Oui, c'est très surprenant parce qu'en effet, il y a quelques semaines, les Verts étaient en tête même, il me semble. Absolument. Et donné gagnant au second tour dans tous les cas de figure. Mais on voit que les difficultés locales ont fait vraisemblablement exploser cette victoire potentielle. C'est étonnant quand même que La République En Marche n'ait pas investi le sortant Patrick Sorel, qui a été un des premiers à soutenir Macron dès 2017, alors que Vignal, aujourd'hui ex-député PS, maintenant En Marche, plafonne à 5%. Et on reparlera bien sûr de la campagne à Montpellier. On va aller à Marseille, faire un point assez long sur cette campagne des municipales à Marseille. On va se rendre sur place, on va retrouver nos partenaires de la Provence. Bonjour Guilhem Ricavi, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, directeur de la rédaction de la Provence. Vous allez rester avec nous pendant cette page spéciale Marseille. On va commencer d'abord par la droite, Guilhem. Marseille qui est un enjeu pour la droite, mais c'est aussi la ville symbole de ses divisions. Martine Vassal, investie par les Républicains, en tête dans les sondages, elle doit faire face à une dissidence. Oui, effectivement, une dissidence de celui qu'elle appelle son ami, parce que de fait, depuis plus de 30 ans, Martine Vassal et Bruno Gilles sont amis. Ils étaient d'ailleurs tous les deux dans l'équipe de Jean-Claude Gaudin depuis des années. Ils se connaissaient, se côtoyaient, se fréquentent, assurent aujourd'hui encore avoir des relations tout à fait cordiales et amicales. Et pourtant, ils sont face à face dans cette élection municipale à Marseille. Martine Vassal investie par les Républicains et Bruno Gilles, donc désormais sans l'étiquette LR, mais également candidat, se font face. Et d'ailleurs, peut-être les deux camps entre qui les tensions sont les plus palpables, en tout cas dans la ville ces dernières semaines. On l'a vu avec des bagarres entre colleurs d'affiches, on l'a vu à coups de petites phrases et de remarques dans les camps des candidats, dans des deux candidats. Et effectivement, cette division pourrait coûter cher à l'arrivée, puisque Martine Vassal en tête dans le dernier sondage en date devance Bruno Gilles, qui lui quand même récolte 9% à peu près d'intention de vote, et c'est 9% qui pourraient manquer à l'arrivée au moment d'additionner les voix de droite à Marseille. Allez Guilhem, restez avec nous. On va commencer par faire un point sur la droite. Arnaud Benedetti, Marseille, c'est une ville cruciale pour la droite et c'est aussi peut-être le plus grand symbole de ces divisions. Alors c'est une ville cruciale bien évidemment pour la droite, et une défaite de la droite à Marseille constituerait quand même un mauvais coup porté à la tentative de redressement des Républicains en l'occurrence. Mais le problème c'est qu'en effet, d'abord, les candidats ont un déficit de notoriété. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, l'autre sujet, c'est que Mme Vassal, elle porte aussi d'une certaine manière le bilan de Jean-Claude Gaudin, qui pèse très lourdement dans cette campagne. Et on voit qu'à gauche, quand on regarde l'état des forces, la gauche est désunie, mais mathématiquement, la ville est tout à fait gagnable pour la gauche. Donc alors, il n'y a pas de la gauche. Il n'y a pas une dynamique aujourd'hui, en tout cas manifestement pour la droite, et on
on sent que les divisions peuvent en effet créer un problème au second tour, sachant que là-bas, on vote secteur par secteur également, et qu'il y a un troisième tour qui sera extrêmement important, et avec, il ne faut pas l'oublier, une pression du Rassemblement national qui est importante également sur le terrain. Dont on va parler. Sur la droite, Sylvain Couragin, on le disait, c'est une ville que la droite ne peut pas se permettre de perdre, Marseille. Oui, c'est un héritage. Alors les héritages, on se dit, ça va forcément tomber entre les mains des héritiers. Donc les héritiers se disputent et créent une situation qui est beaucoup plus dangereuse qu'il n'y paraît, effectivement, avec le Rassemblement national en embuscade. Et puis une ville où l'abstention est très forte, où il y a on le sait, une division sociologique majeure, et où des quartiers ne participent que très peu à la vie politique locale. Donc c'est un peu une élection en trompe-l'œil à Marseille. Effectivement, la gauche pourrait peser, mais sa division fait qu'elle n'a aucune chance de l'emporter. La droite est divisée, on ne comprend pas bien quel est le fondement de cette division, sinon des luttes un peu claniques. Martine Vassal a une position de pouvoir sur cette ville parce qu'elle a présidé le conseil départemental, elle a donc des moyens, c'est une ville pauvre où elle a distribué beaucoup de subventions. Elle utilise aussi beaucoup les moyens de son mandat pour faire campagne. Il y a une polémique virulente à ce sujet, donc le climat est lourd. C'est ça. Oui, et Martine Vassal aussi bénéficie du soutien du bout des lèvres de Renaud Muselier, le puissant président de région, qui est aussi patron de la SOS des régions de France. Mais il faut se rappeler aussi que... Qui est aussi ami de Bruno Gilles. Ah si, qui se présente comme ami du sénateur Bruno Gilles, tout à fait. Et surtout qui aurait rêvé de prendre la place de Jean-Claude Gaudin, puisqu'il a été longtemps son premier adjoint, mais Gaudin a toujours refusé de céder sa place, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Vassal et Gilles qui en font les frais, parce qu'ils se disputent chacun la place. Et justement, cette étiquette d'héritière de Jean-Claude Gaudin que porte Martine Vassal, c'est compliqué dans la campagne ? Ah oui, c'est compliqué, puisque un récent sondage a montré que le bilan de Jean-Claude Gaudin était particulièrement critiqué, enfin le bilan du dernier mandat plutôt de Jean-Claude Gaudin était particulièrement critiqué par une grande majorité des Marseillais. Mais vous savez, c'est un héritage compliqué, Marseille, parce que c'est pas une ville qui est traditionnellement de droite. Ça a été une ville qui a été de gauche pendant très longtemps. Donc, si vous voulez, la droite n'est pas à Marseille comme dans un poisson dans l'eau. Elle est prise en étau, on le rappelle, entre d'un côté un Rassemblement national qui a été toujours très fort depuis le début des années 80 et qui a la possibilité de gagner éventuellement 2 voire 3 autres secteurs lors de cette consultation, et une gauche qui quand même reste extrêmement présente à la fois à Marseille et plus largement dans les Bouches-du-Rhône. Allez, on a parlé de la droite, on va parler du Rassemblement national. On va vous retrouver, Guilhem, Martine Vassal, la candidate des Républicains, qui est en danger, en tout cas dans les sondages, talonnée par le candidat du Rassemblement national, Stéphane Ravier. Oui, effectivement, Stéphane Ravier qui profite de cette situation de dissidence à droite, effectivement de division également à gauche, avec 2 listes, et qui effectivement est peut-être un des candidats les mieux placés aujourd'hui. En tout cas, il était très haut placé dans la dernière enquête d'opinion réalisée à Marseille. Stéphane Ravier qui fait son bout de chemin sur effectivement le discours de on ne veut plus de système, on ne veut pas de l'héritage de Jean-Claude Gaudin qui était aux manettes de la ville pendant 25 ans, et dont le discours est porte dans certains secteurs de la ville. On peut penser à son secteur notamment naturel, celui où il a été maire de secteur, c'est les 13e et 14e arrondissements, et puis dans les quartiers populaires du côté de l'Estac, à l'ouest de la ville, où effectivement là aussi son discours semble porter et pourrait lui donner les clés de la réussite dans ces secteurs-là. Donc c'est effectivement un candidat avec lequel il faudra compter au soir du 15 mars. Et le Rassemblement national qui ambitionne de remporter Marseille, est-ce que c'est une cible impossible à atteindre ou est-ce que c'est jouable ? Je ne connais pas assez le détail de la vie politique marseillaise qui est par secteur, donc c'est aussi un scrutin très compliqué à lire, mais c'est vrai que si ça devait se produire, ce serait alors là un vrai coup de tonnerre, parce que ce serait la maîtrise d'une ville très importante, sociologiquement, symboliquement, voilà. Alors, ça paraît quand même difficile à ce stade, mais ils vont se placer. Et donc, quid de la prochaine élection municipale ? Parce que toute la question du Rassemblement national, c'est celle de l'enracinement. On a vu comment LREM avait du mal à s'enraciner. Le Front national a commencé le travail il y a déjà 20 ou 30 ans. Et donc aujourd'hui, ça produit des effets, et à Marseille comme ailleurs.
Oui, avec une stratégie pour le Rassemblement national qui est une stratégie, j'allais dire, presque de frappe chirurgicale en l'occurrence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu mettre des forces partout parce que c'était extrêmement difficile de monter des listes, mais ils ont ciblé finalement leurs terres, j'allais dire, les plus propices sur le plan électoral, le nord, l'est, le sud-est, éventuellement un peu le sud-ouest, où là, en l'occurrence, ils ont mis les moyens pour avoir des listes qui pèsent et qui puissent éventuellement leur ramener un certain nombre de gains électoraux. Donc sur le plan du résultat national, en pourcentage, le score ne sera pas extraordinaire, vraisemblablement, mais par contre, il pourrait être relativement intéressant en termes de gains de ville à la fois moyenne. Quant à la victoire à Marseille, elle me paraît assez, pour l'instant, quand même encore inaccessible. Même si Stéphane Ravier avait déjà terminé deuxième en 2014, il y a 6 ans, je le vois mal aujourd'hui remporter cette ville, de ce que j'en vois. Après, il faudra voir aussi sa progression, parce qu'il y a eu quand même l'explosion de la rue d'Aubagne, qui a causé beaucoup de morts et qui a impliqué des élus LR qui étaient adjoints ou dans la majorité de Jean-Claude Gaudin, et qui ont un peu cette casserole aux fesses, pour parler poliment. Allez, on a parlé de la droite, on a parlé du Rassemblement national, on termine avec la gauche, Guilhem. La gauche qui aurait pu ou qui peut espérer une bascule de la ville après Jean-Claude Gaudin, mais elle part diviser, cette gauche à Marseille. Oui, c'est exactement ça, Oriane. Effectivement, beaucoup de voix à Marseille disaient, voilà, après 25 ans de droite et de gestion de Jean-Claude Gaudin, c'est une chance pour Marseille de rebasculer à gauche, après des maires comme le professeur Vigouroux, par exemple. Et cette gauche a mis du temps à se mettre en route, effectivement, en cherchant déjà une tête de liste, en voyant dans quelle mesure elle pouvait réaliser des unions entre la France insoumise et ce qui reste du Parti socialiste, avec un poids majeur des écologistes là-dedans, qui ont fait le choix à l'arrivée de partir seuls, avec Sébastien Barle qui mène une liste écologique à Marseille. Face à lui, donc, la liste menée par Michel Rubirola, qui incarne donc cette gauche arc-en-ciel, cette gauche plurielle, mais qui, du coup, part un peu divisée avec des voix qui iront sans doute chez les écologistes. Une gauche qui a démarré assez tard sa campagne ici à Marseille, qui rêverait de succès. Et à l'heure actuelle, j'ai le sentiment qu'on en est un peu loin. Un mot sur cette gauche, Sylvain Courage. Ça rate là une occasion de s'unir. Oui, alors il y a le problème de l'union et je reviens quand même sur la mobilisation de l'électorat populaire, parce qu'il y a des réserves probablement pour la gauche à Marseille, mais il faudrait que les populations concernées participent au scrutin, s'inscrivent sur les listes électorales et donnent leur voix. Et c'est un petit peu la difficulté de la gauche à Marseille, c'est que si on se fonde sur la sociologie, elle devrait régner, mais il y a un problème de participation aussi. Arnaud ? Oui, sachant qu'elle est quand même concurrencée dans l'électorat populaire, enfin dans une partie de l'électorat populaire, par le Rassemblement national. La difficulté, en effet, pour la gauche, c'est la question, je veux dire, de l'unité. Et puis surtout, il n'y a pas eu de personne pour incarner. Il y a très peu de personnes qui disposent d'une notoriété, d'une visibilité, mis à part Samia Ghali, mais qui est, je crois, à 5% aujourd'hui dans les sondages. Qui a peut-être caressé un moment. Et Jean-Luc Mélenchon qui a éventuellement caressé l'hypothèse de se présenter à Marseille. Mais en l'occurrence, il y a un manque aussi d'incarnation dans cette gauche. Et on va retourner une dernière fois voir Guilhem, d'abord pour le remercier et puis ensuite pour parler de ce que fait la Provence. Avec les candidats à cette élection à Marseille, Guilhem, d'abord une série d'entretiens à voir tous les jours à midi sur le site de la Provence. Oui, effectivement, une série qu'on a baptisée La Suite, pour 2 raisons. D'une part, parce que après 25 ans de Jean-Claude Gaudin, il y a une suite politique qui va s'écrire ces prochains jours à Marseille. Et puis également parce qu'on l'a tournée dans un lieu emblématique à Marseille, dans une suite du Petit Nice, un établissement du bord de mer très célèbre ici, et où on a voulu voir qui étaient les hommes et les femmes derrière les candidats, pour qu'ils nous parlent de leur vie, de leur parcours, parfois de façon très touchante, parfois de façon très sensible. Donc ça, effectivement, depuis lundi et jusqu'à demain, c'est à découvrir chaque jour un candidat sur notre site internet. Et puis aujourd'hui même, ici, dans les locaux de la Provence, on est à l'entrée des quartiers nord dans le 15e arrondissement, eh bien, on reçoit pour un grand oral chacun des candidats qui, pendant 20 minutes, va devoir passer à la question de journalistes de la Provence et puis également de lecteurs que l'on a conviés pour une rencontre qui a débuté ce matin à 8h30 et qui va se poursuivre jusqu'à 14h dans nos locaux. Et voilà, donc tout ça sur le site de la Provence et dans le journal, l'édition papier dont on va regarder la une. Aujourd'hui, élection municipale, Marseille, plein cadre, la Provence qui a rencontré citoyens et grands témoins de la ville et qui fait donc passer, vous l'avez dit aujourd'hui, un grand oral à tous les candidats. Également une interview de Marine Le Pen en visite dans la cité phocéenne aujourd'hui. Merci infiniment Guilhem d'avoir été avec nous pour cet éclairage. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Avant de se quitter, on va regarder les unes de vos quotidiens régionaux.
Yeah. Et Quentin, on commence la revue de presse avec Corse Matin. Oui, 3 cas avérés à Ajaccio. À Ajaccio. Prononcez bien. Je prononce bien, mais ça ne va pas vous faire plaisir. Hein. Et effectivement, ils étaient tous de retour d'un rassemblement religieux à Mulhouse. Et le journal Corse Matin qui nous raconte l'enchaînement des événements depuis le 24 février donc à Mulhouse jusqu'à la Corse. Et donc, il y a 3 personnes qui sont dépistées positives au Covid-19 et une trentaine au total qui sont en confinement, qui ont été placées en quatorzaine, nous dit Corse Matin. Le coronavirus à la une du Courrier Picarus. Oui, en fait, il est à la une de beaucoup de journaux de la presse quotidienne régionale et d'ailleurs à la une de tous les titres que je vais vous présenter aujourd'hui. On voit l'inquiétude à l'usine Valeo qui salarie plus de 1000 personnes en Picardie et où il y a un cas parmi les salariés. Et on regarde rapidement 3 unes, la une de la Voix du Nord. Pas de panique au CHU de Lille. Oui, pas de panique, nous dit le journal. Et il raconte la sérénité avec laquelle les équipes du CHU de Lille traitent ces patients. Très rapidement également, le Dauphiné libéré, comment nos médecins s'organisent. Et regardez la dernière avec Nice Matin qui parle notamment de l'aspect économique qu'on voit avec tous ces événements qui sont annulés sur la Côte d'Azur en ce moment. Voilà, effectivement, le coronavirus à la une de beaucoup de vos quotidiens régionaux, à la une de vos journaux également. On va d'abord voir la revue politique et parlementaire d'Arnaud, territoire sous tension, mais à la une de vos 2 hebdomadaires. D'abord la une de la Tribune, coronavirus, un virus dans la mondialisation. Très rapidement, César. Je ne vais rien vous apprendre, le Covid-19 grippe l'économie. Voilà, et à la une du cahier territoire, un cahier spécial région Occitanie, Montpellier, comment dire stop à la croissance urbaine. Le coronavirus à la une de l'Obs, également cette semaine, la grande peur de l'épidémie. Oui, alors là c'est plus l'histoire de ces grandes épidémies et la manière dont ça retentit sur la société et la politique. Et puis on a aussi un peu enquêté sur la préparation du traitement. Et à lire un papier, un de vos papiers, Sylvain, qu'on a vu à l'antenne, un papier sur Ségolène Royal, la tata flingueuse. C'est à lire cette semaine dans l'Obs. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, émission spéciale 100% municipale dès lundi avec un sondeur, un invité politique et toujours notre club qui sera là dès lundi à 8h. L'invité politique, ce sera David Cormand, le député européen, membre d'Europe Écologie Les Verts. On vous souhaite un très bon week-end à lundi. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.